les parachutistes allemands sautent sur la Hollande, à l'avant-garde de 3 millions d'envahisseurs. La Wehrmacht entre en Belgique. C'est le piège d'Hitler. Il fait croire que les Allemands recommencent leur attaque de 1914 à travers la Belgique neutre. Le commandant en chef allié, le général français Gamelin, est très serein. Il a tout prévu. Il a soigneusement poli son plan pendant la drôle de guerre. Gamelin envoie donc en Belgique ses meilleures divisions motorisées, le fer de lance de l'armée française, avec tout le corps expéditionnaire britannique. Ces soldats sont de vrais combattants, déterminés. Ils vont enrayer l'avance allemande en Belgique. Et pourtant Hitler, dans son quartier général, est au comble de l'exaltation. Son piège a fonctionné. Il dit « J'en pleurerai de joie ». Il donne comme consigne au maréchal Göring, le maître de l'aviation, de ne pas bombarder les colonnes françaises, de les laisser s'engager profondément en territoire belge. Et il les attaque à revers. Sa véritable offensive, c'est à travers les Ardennes. L'état-major français avait décrété: ce massif forestier accidenté ne peut en aucun cas permettre à des chars de passer. Rien ne les arrête, sauf leur propre embouteillage. « 1 850 000 soldats sont faits prisonniers, avec 36 000 officiers et 176 généraux. Le sort de la France se joue maintenant en 3 journées décisives. Le 16 juin 1940, le Conseil des ministres à Bordeaux met Reynaud en difficulté et il démissionne. Pour lui succéder, le président de la République désigne alors Philippe Pétain comme chef du gouvernement. Place de la Bastille, ceux qui sont restés écoutent le maréchal. Pétain, le vainqueur de Verdun, il annonce qu'il demande l'armistice. Français, j'ai demandé à nos adversaires de mettre fin aux hostilités. J'ai pris cette décision dure au cœur d'un soldat, parce que la situation militaire l'imposait. La radio allemande traduit ce discours de la défaite de la France. Des Français captent la BBC, la radio anglaise. Le général de Gaulle est arrivé à Londres. Le 18 juin, il s'élève contre l'armistice. Quelques jours après, il enregistre un nouveau discours. Nous croyons que l'honneur des Français consiste à continuer la guerre Ici, Radiodiffusion nationale de l'État français. Mesdames, Messieurs, Monsieur le maréchal Pétain, président du Conseil des ministres, vous parle. Français, à l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Sur
de l'affection de notre admirable armée qui lutte avec un héroïsme digne de ses longues traditions militaires contre un ennemi supérieur en nombre et en armes. Sûr que par sa magnifique résistance, elle a rempli nos devoirs vis-à-vis de nos alliés. Sûr de l'appui des anciens combattants que j'ai eu la fierté de commander. Sûr de la confiance du peuple tout entier. Je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. En ces heures douloureuses, je pense aux malheureux réfugiés qui, dans un dénuement extrême, sillonnent nos routes. Je leur exprime ma compassion et ma sollicitude. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Que tous les Français se groupent autour du gouvernement que je préside pendant ces dures épreuves et fassent taire leur angoisse pour n'obéir qu'à leur foi dans le destin de la patrie. À Vichy, où le gouvernement s'est installé, le monde politique vit dans l'affolement. La grande majorité des parlementaires vient de liquider la République. Ils ont légalement donné le pays à un homme de 84 ans, qu'ils pensent providentiel. Philippe Pétain, l'un des héros de la Grande Guerre, celui qui a déjà vaincu les Allemands. Maréchal, académicien, ambassadeur, ministre. Ses titres, sa gloire et son grand âge inspirent confiance. On se trompe. Pétain est un ambitieux qui n'est pas encore rassasié. Après avoir obtenu les pleins pouvoirs, il s'octroie le titre de chef de l'État français. Enfin tacticien, il suspend les assemblées. Il exploite le chaos politique pour engager une refondation autoritaire de la France. La Révolution nationale. Un mouvement réactionnaire revenant sur tous les acquis de la démocratie et de la République. Le maréchal a convié tous les Français à faire ce qu'il a appelé la Révolution nationale, c'est-à-dire une vraie révolution, rompant délibérément et définitivement avec tout ce qui a conduit la France dans l'état où elle se trouve actuellement. Et les boucs émissaires sont immédiatement désignés. Les étrangers, les francs-maçons et les juifs sont progressivement exclus de la société par une série de lois révélant la nature raciste et antisémite du régime. Pendant à Vichy, au pavillon Sévigné, le maréchal Pétain continue ce travail acharné qui, jour après jour, sort la France de l'ornière où l'ont précipité des imprudents et des incapables. Passant du cabinet où il médite ses réformes fondamentales au Conseil des ministres où il les codifie, le maréchal œuvre sans répit, garde Montoire, le défenseur de Verdun, au chancelier du Reich. Film saisissant où le grand soldat que le monde entier admire se montre devant le vainqueur aussi grand qu'il fut héroïque au jour sombre de l'armistice. Accompagné par M. von Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères du Reich,
le chef de l'État va s'entretenir de la reconstruction de l'Europe avec le Führer chancelier dont les paroles d'accueil rendront hommage à sa valeur, à son courage, à sa sagesse. Le vainqueur de Verdun ici rend la France à la vie européenne. Il a donné aux Français le droit d'espérer. Chacun de ces actes leur dit « Nous avons à restaurer la France, suivez-moi ».